Bonsoir, mesdames et messieurs. Le chant grégorien a connu une longue histoire, depuis sa naissance du croisement des chants mozarabes, ambrosiens, carolingiens, gallicans et vieux romains, jusqu'à sa redécouverte par les moines bénédictins de l'abbaye de Solesmes au XIXe siècle. Dans l'intervalle, celui qui demeure le chant propre de l'Église catholique a été une première fois codifié sous le pontificat de Grégoire le Grand. Raccourci par le Concile de Trente, réinventé par de nombreuses générations de compositeurs et presque oublié avant de revenir sur le devant de la scène au XXIe siècle. Son interprétation est aussi variée que le sont les lieux et les âges qui l'ont pratiqué. Au XIIe siècle, on ne chante pas le même grégorien d'un monastère à un autre ou d'une génération, d'une région à une autre, mais on ne chante pas non plus le même grégorien dans le même monastère au XIIe siècle et au XVIe siècle. Aujourd'hui, les querelles de chaires et de clochers existent encore, opposant les héritiers de Solesmes aux musicologues, les musicologues aux ensembles spécialisés, les ensembles spécialisés à d'autres chercheurs, et au milieu de tout cela, la tradition liturgique. Par la comparaison de deux versions de l'antienne In Paradisum, nous allons tenter de montrer les différences d'interprétation radicalement opposées qu'a pu connaître le chant grégorien. In Paradisum est l'incipit d'une célèbre antienne faisant partie de l'office des défunts, dont on trouve trace dans la liturgie aux moines depuis le Xe siècle. Chantée au moment de l'absoute, cette antienne a traversé les siècles et reste admise depuis le Concile Vatican II. Le support de la première interprétation que nous allons vous proposer est l'édition de Solesmes du Graduel Triplex, qui est reconnue comme l'édition de référence et qui s'appuie sur 3 notations différentes. Donc la mélodie en notes carrées, qui est issue d'un travail de recherche des moines depuis le XIXe siècle, les neumes de l'abbaye de Saint-Gall du XIIe siècle et les neumes de l'abbaye de Laon. Notre antienne s'appuie sur la mélodie en notes carrées et les neumes sangaliens. Nous allons vous chanter une restitution du XXe siècle qui est issue de recherches de plus d'1 siècle sur des manuscrits anciens. Et donc c'est une version synthétisée des différentes sources. Notre interprétation s'appuiera sur la mélodie, sur les notes carrées, et tout en suivant les inflexions des neumes sangaliens. En cela, on peut considérer que nous allons faire une interprétation de l'authentique chant grégorien retrouvé. Notre deuxième interprétation suivra la manière de chanter le grégorien tel qu'il a été modifié de la Renaissance au XIXe siècle, c'est-à-dire avant le retour au grégorien originel proposé par l'abbaye de Solesmes. Donc ce grégorien a subi les influences du temps et les évolutions de la science, de la musique et des techniques. Si avant le chant était cursif quand il est au plus proche du texte et non rythmé, il est devenu plus solennel, mesuré et déclamé d'une voix pleine. Et donc on l'appelle le plein chant. Le support que nous allons utiliser pour cette deuxième version est un antiphonaire parisien du début du XIXe siècle.
Le comédien dit un texte, le musicien joue une partition et le danseur adapte une chorégraphie. L'exégète met à jour le sens d'un texte. Aucun d'entre eux n'est auteur ou compositeur de l'œuvre interprétée. La maîtrise technique semble donc ici essentielle pour mener à bien un travail qui relève avant tout de l'exécution et non de la création. L'interprète sert l'auteur. Pourtant, cette œuvre ne saurait exister pleinement sans la mise à jour qu'il entreprend. Celle-ci suppose une appropriation ou une compréhension qui font de l'interprète un authentique artiste ou encore un traducteur proposant une approche singulière du texte qu'il travaille. Comédiens, musiciens, danseurs, exégètes entretiennent donc un rapport bien particulier au texte ou à la partition. Comment le qualifier ? Quelle est la nature de ce lien qui n'est ni de l'ordre de la création pure, ni de l'ordre de la mise en œuvre d'une technique ? L'interprète doit-il suivre, avec précision et exactitude, l'œuvre originale et les conventions du contexte de création ? Ou doit-il s'en affranchir et la moderniser ? Est-il possible et souhaitable, à travers un travail de recherche scientifique, de reproduire l'œuvre conformément à la volonté de l'auteur ? Ou au contraire, faut-il avant tout servir la compréhension et la sensibilité du public ? Si l'interprète cherche à s'approprier l'œuvre pour mieux la traduire, il ne peut néanmoins manquer de fidélité à l'auteur. Quelles sont dès lors les limites à l'interprétation et au travail d'actualisation de l'œuvre interprétée ? Entre choix et limites, liberté et fidélité, qu'est-ce qu'une interprétation réussie ? Ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre Nicolas Vaud, un comédien qui a joué dans plusieurs pièces de Tchekhov et qui a notamment créé les 4 premières pièces de Florian Strehler. En 1998, il a reçu le Molière de la Révélation théâtrale pour son interprétation du rôle de Sébastien dans Château en Suède de Françoise Sagan. En 2001, il a créé une nouvelle adaptation du Neveu de Rameau en se basant sur le manuscrit original de Diderot, ce qui est assez intéressant pour notre table ronde. Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs films, comme dans Les Visiteurs 3, où il interprète le rôle de Robespierre, ou encore dans Les Moissons de l'Océan de François Luciani, rôle pour lequel il a reçu le prix de l'interprétation masculine aux Rencontres internationales de Reims. Il dit rêver son métier comme un musicien, recherchant des partitions toute une vie, refusant l'idée d'un métier soumis au désir de l'autre et adorant ce travail de solitaire avec les textes en secret, avant de pratiquer un art collectif où chacun est l'artisan d'un ouvrage qui nécessite beaucoup de temps et un soin infini. Notre prochain invité est Gilles Zohar. Il a été danseur soliste à l'Opéra de Paris, ainsi qu'étoile au Ballet national de Nancy et de Lorraine. Tout au long de sa carrière, il s'est distingué dans plusieurs rôles, notamment celui de James dans La Sylphide, pour lequel il a reçu le prix de l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, ainsi que le prix du Cercle Carpeau. Il a travaillé avec les plus grands chorégraphes et maîtres de ballet de son époque, à l'image de Pierre Lacotte. Et il a également rayonné à l'international, dans le cadre de compagnies ou de galas, donc aux États-Unis, en Allemagne, au Japon ou encore au Canada. Aujourd'hui, il est professeur de danse à l'Opéra de Paris, ainsi qu'au Conservatoire national supérieur de danse et de musique de Paris. Et il est également chorégraphe et maître de ballet indépendant. Nous entendrons aussi Jean-Yves Larouturou, président de l'Opéra Comique. Donc vous pouvez aussi le retrouver sur France Musique dans une émission Mazette Quelle musique qu'il anime tous les dimanches à 14h. Il déclare prendre une partition, comprendre comment ça marche, saisir ce qui se passe derrière un air qui vous emporte, vous donne envie de danser ou de vous boucher les oreilles. Je me posais déjà ces questions avant d'avoir 10 ans. Elles me poursuivent encore. Enfin, notre dernier invité est Thomas Römer. Il est exégète, philologue, bibliste et suisse. Donc, il a enseigné, il est titulaire d'un doctorat en philosophie, a enseigné à l'université de Genève, à l'université de Lausanne, sur l'Ancien Testament. Et depuis 2007, il occupe la chaire Milieu biblique au Collège de France, dont il est administrateur depuis 2019. Et il faut noter que c'est le premier étranger administrateur du Collège de France.
En tant qu'exégète, sa thèse porte sur la question des patriarches dans le Deutéronome, donc le 5e livre de la Bible. Et elle vise à montrer que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ont été écrits dans le but d'unifier les différentes factions juives après l'exil. Donc nous allons commencer cette soirée, nous avons organisé cette soirée autour de 3 thèmes, l'interprète et l'auteur. Ensuite, nous aborderons la question de l'interprétation et la technicité. Et enfin, de l'interprétation et l'actualisation. Donc nous allons vous proposer de commencer par l'interprète et l'auteur. Comment comprenez-vous et vivez-vous l'interprétation d'une œuvre? Est-ce plutôt un dialogue avec l'œuvre et ainsi une interprétation propre, ou suivez-vous et vous mettez-vous au service de l'auteur et de son œuvre en la rendant telle qu'elle? Par exemple, Monsieur Izoard. Merci pour la question, pour commencer. En ce qui me concerne, alors cela dépend en fait de la période où on crée l'œuvre. Si l'œuvre est créée, par exemple comme le Lac des Cygnes, déjà, donc avec un certain style, ou par exemple une autre œuvre encore plus éloignée comme Matisse, il y a déjà pour nous en tant que danseurs une différence de vocabulaire. Donc la notion de vocabulaire est aussi liée en danse au placement du corps. Donc déjà comprendre où se situe l'œuvre, où se situe l'auteur. En même temps, pour le danseur, il y a également la notion de triangulaire, on va dire, avec la musique. Il y a l'auteur, il y a le chorégraphe, il y a le compositeur. Et puis il y a le danseur. Alors ensuite, au niveau de l'interprétation, si nous sommes carrément dans une création, le vecteur va être encore différent, puisque nous sommes le chorégraphe et l'interprète ont besoin l'un de l'autre. Alors, au niveau de l'interprétation, je pourrais dire comment je m'y prends. Simplement, j'entre dans l'œuvre et au fur et à mesure, j'approfondis. Au niveau technique, bien sûr, au niveau musical, au niveau des émotions. Si le chorégraphe est avec moi, j'entre davantage dans la relation, j'essaye de comprendre. Voilà, ce qu'il veut, tout simplement. D'accord, merci. Et vous, qu'en pensez-vous, Monsieur Larouturou? D'abord, je laisse tout le monde interpréter ma présence ici. Je veux dire par là que je n'ai aucune autorité, contrairement à tous ceux qui m'entourent, pour parler de ce dont je vais parler. Ce qui n'empêche pas de parler en général, évidemment, mais ça vaut la peine d'être dit. Deuxième digression qui n'en est pas une. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière et je continue d'ailleurs à m'occuper plutôt de sujets dans le monde économique ou dans le monde de l'entreprise. Donc, on n'est pas là à interpréter une partition quelle qu'elle soit. Mais sans mauvais jeu de mots, l'interprétation de données, de signaux, quels qu'ils soient, c'est le quotidien du dirigeant et de ses équipes afin de savoir lire une situation, de savoir
donner du sens et de savoir prendre des décisions, que ce soit des décisions de très court terme sur un sujet de marketing ou autre, ou des décisions de long terme sur une alliance, sur un grand investissement. Et donc, l'interprétation de signer, la capacité de lire et la capacité de jouer une partition in fine et de mener une équipe à jouer une partition, c'est le quotidien dans le monde de l'entreprise. Beaucoup de ceux qui sont là pourraient le dire, évidemment, c'est rien d'original. Alors, s'agissant du rapport sur... vous m'attendez sur un sujet plutôt musical, je pense, effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais non, je comprends. La musique, d'abord, n'existe pas ou quasiment pas sans interprétation. Il faut le dire, ça a l'air d'une banalité, mais c'en est une, effectivement, mais il y a très peu de partitions qui ne sont là que comme spéculatives pour être lues. Très très peu, et d'ailleurs on les interprète souvent parce qu'elles sont remarquables et rares. Il y a peu de gens finalement qui savent lire à part une ligne de musique comme vous l'avez fait admirablement là, mais dès qu'on est à plusieurs lignes, de plusieurs portées, ça devient compliqué. Il y a de moins en moins de gens qui savent lire. Quand on est sur une grande page d'orchestre à 30 portées, il y a vraiment peu de monde qui sait le faire. Et de toute façon, il y en a peu qui savent entendre en lisant la musique, entendre ce que ça donne, surtout lorsqu'il y a plusieurs instruments, plusieurs voix et autres. Donc, si bien que l'interprétation qui part du fait qu'il y a un corps sonore qui émet des ondes d'une façon ou d'une autre, donc qui est invisible en plus, c'est ça qui est assez spectaculaire et saisissant, et qui arrive dans un cornet acoustique du professeur Tournesol ou simplement dans une oreille, puis après il y a un air, etc. Donc, sans qu'on la voie, ça suppose quand même qu'il y ait une interprétation. Bon. Alors après ça, quand on veut faire, essayer de montrer un peu quelle est la différence par rapport à des partitions derrière lesquelles il y a un auteur en général, il y en a quelques-unes qui commencent à être composées par de l'intelligence artificielle, pas toujours saisissant pour l'instant, ça le deviendra peut-être, mais en général, il y a un auteur. Mais quand on voit une partition, il y a plusieurs situations. Il y a d'abord la situation de la partition dans laquelle, je ne parle pas des partitions lacunaires qu'il faut restaurer ou il faut reconstituer la totalité, mais des partitions dans lesquelles il est demandé à l'interprète de la prendre en main. Je cite deux exemples. Guillaume de Machaut, qui est un de vos compositeurs favoris, grand compositeur européen, sans doute le plus grand compositeur au début du XIVe siècle, écrit vers la fin de sa vie un motet qui s'appelle « Ma fin et mon commencement ». Il dit que c'est un motet à 3 voix. La partition ne comporte qu'une seule voix, ce qui est un peu gênant. Et alors comment est-ce qu'on y arrive? Parce qu'on prend la partition en main. On s'aperçoit que la fin du motet, les paroles sont mon commencement et ma fin. Donc on se dit, il y a peut-être 2 façons d'y arriver. Ma fin et mon commencement et ma fin. Ce n'est pas uniquement une visée eschatologique ou après ma mort, j'ai un nouveau début. Il y a sans doute quelque chose de musical. Et puis on s'aperçoit tout d'un coup, un peu plus bas, qu'il y a un endroit où les paroles sont écrites à l'envers. Il faut retourner la partition pour le voir. Et c'est comme ça qu'on a la 3e. Donc là, on a une partition, et ce n'est pas si rare que ça à cette époque-là, où il faut vraiment la prendre en main. L'interprète doit prendre en main la partition. Deuxième exemple, Bach, pour s'amuser et plus que ça, écrit parfois des rébus. Il y a une ligne et il explique que c'est une très belle fugue. Et il rajoute de manière ironique Querendo invenietis, qui est une citation de l'évangile de Matthieu, mais pour dire, si vous cherchez, vous trouverez. Encore faut-il trouver. Et donc, il faut aussi, là, par exemple, il y a plusieurs exemples, il faut prendre le motif à l'envers. Donc, il a mis simplement un indice en disant ça ressemble à une écrevisse, des choses comme ça. Donc, il y a des partitions qu'il faut vraiment prendre en main. C'est important de le savoir. Elles ne sont pas rares, elles sont exceptionnelles, elles sont très connues de ce fait. Voilà. Il y a les partitions dans lesquelles on laisse à l'interprète une part ad libitum. Il doit faire ce qu'il veut. Alors c'est vrai dans de la musique aléatoire, ce qui a été très à la mode, qui a produit à la fois des choses pas fantastiques et de vrais chefs-d'œuvre vers la fin du XXe siècle. C'est vrai aussi, par exemple, dans les standards de jazz, on s'attend à ce que l'interprète prenne le standard en main et fasse des choses très différentes. Et si c'est Billie Holiday ou si c'est Eileen Farrell, ça n'a rien à voir. Si c'est un grand orchestre par derrière ou si c'est simplement une contrebasse et un piano, ça n'a rien à voir. Et c'est l'interprète qui fait l'œuvre d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'interprétation est dans l'œuvre. L'auteur a écrit ça, sachant que l'interprète allait devoir faire ça. Je prends un autre exemple un peu plus calé, mais très révélateur. Champion de Chambonnières, Jacques Champion de Chambonnières, un autre de vos auteurs de référence, qui a été le grand claveciniste, maître de la première génération des clavecinistes français au XVIIe siècle, grand danseur, etc. J'en passe et des meilleurs. Quand il écrit une sarabande, il y a très peu de choses sur la portée. Il y a très peu de choses et on peut le jouer tel quel. Il y a des notes et puis il y a quelques signes cabalistiques qui sont des ornements. On peut doubler, on peut multiplier, on peut faire des notes de passage, etc.
Qu'est-ce qu'il attend de... Mais c'est tout à fait explicite, il l'écrit d'ailleurs. C'était des partitions qu'on copiait à travers l'Europe entière. Donc on a du mal à imaginer ce que ça représente aujourd'hui. Un auteur très connu. Il s'attend à ce que l'interprète fasse une bonne partie du boulot. C'est-à-dire non seulement décide quel est l'instrument qu'il faudra utiliser, sans doute un clavecin, mais par exemple, il peut le faire au luth. Ou mieux encore, ce qui était très pratiqué à l'époque, il peut demander à un théorbiste avec un grand luth long manche de se mettre derrière lui et par-dessus son épaule de regarder la partition et d'improviser. Donc il faut choisir quelle est la combinaison instrumentale et ensuite il faut choisir qu'est-ce qu'on fait de cette musique. On peut la jouer simplement, on peut la jouer avec beaucoup de notes ajoutées, on peut y ajouter tout un aspect rhétorique, de résonance, etc. Donc l'interprète est convoqué pour être au moins autant que l'auteur, c'est ça qui fait l'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre sans que l'interprète en soit saisi. Alors après ça, vous avez des partitions dans lesquelles tout est prévu. Tout est prévu, il n'y a pas de notes à rajouter, les nuances sont là. Vous avez un métronome depuis qu'il existe, il y a 2 siècles, qui vous dit précisément quel est le rythme, tout ce qu'il faut, etc. Malgré ça, vous avez un auteur derrière ça. Est-ce que c'est spécifique aussi à donc, des périodes, comme le disait Monsieur Isoard ? Alors, c'est spécifique, ça progresse. Il y a par exemple, tant qu'on n'a pas de métronome, on dit c'est vite, c'est rapide, etc. Mais on n'en sait pas plus. Quand on a un métronome, on sait exactement combien il y a de battements par minute. Ça ne veut pas dire qu'on le respecte. Voilà. Et puis après ça, on imprime des partitions et donc l'auteur les vérifie. Donc on n'a pas plusieurs copies qui circulent, qui sont incohérentes. On a une œuvre telle que ça. Et puis vous avez un auteur. Si vous prenez par exemple Igor Stravinsky, qui détestait les interprètes. Il les méprisait absolument. Considérait que il aurait eu des machines, c'était mieux. Donc non seulement il fait une partition où il n'y a rien à faire d'autre que de la jouer, mais plus encore, Stravinsky, à partir des années 20, il enregistre d'abord sur des rouleaux mécaniques, puis des disques, etc., pour que toutes ses œuvres, il ait dit exactement comment il fallait les interpréter. Ce qu'il trouve simplement, c'est qu'ayant enregistré 5 ou 6 versions du Sacre, de l'Oiseau de Feu, il n'y en a aucune qui est pareille, ni en termes de durée, ni en termes d'interprétation, d'accentuation. Ça veut dire que même avec un auteur qui est obsédé par le fait que c'est lui qui sait comment il faut interpréter, il n'en reste pas moins que lui-même interprète de manière très très différente. Et donc quand on regarde les 9 siècles de musique non liturgique, parce qu'on peut monter jusqu'au IIIe siècle, comme on nous l'a dit brillamment tout à l'heure, sur 9 siècles de musique qui sont à interpréter aujourd'hui, la présence de l'auteur, finalement, est assez peu intéressante. Pourquoi ? D'abord, la plupart sont morts, évidemment, puisqu'on parle de 9 siècles. Compositrices ou compositeurs, ils ne sont plus là. Et les compositeurs qui sont vivants ont des attitudes qui sont, la plupart du temps, moi j'en ai fréquenté quelques-uns, j'en fréquente toujours quelques-uns, qui est assez en retrait. Si je prends 2 exemples très célèbres, vous avez Pierre Boulez et Olivier Messiaen. Pierre Boulez n'intervenait pas auprès des interprètes, mais son aura, ce qui se dégageait d'autorité, faisait que les interprètes, pendant en 2016, et même un peu après sa mort, étaient terrifiés. Et il y a eu très peu d'interprétations qui n'étaient pas complètement contrôlées par le maître. Messiaen, qui écrivait des pages et des pages sur son œuvre, qui est mort en 93, lui, était ravi, quelle que soit l'interprétation. Et je termine par ça. Il écrit à la fin de l'Ascension, Méditation symphonique, une œuvre où il a 22-23 ans, tout jeune, voilà, brillantissime, grand orchestre. La dernière pièce, la 4e, est une prière du Christ montant vers son Père, qui pour l'Ascension est assez tombe à pic, si j'ose dire. Les interprétations bénies par le maître lui-même, quand on regarde leur durée, la même partition exactement, il n'y a pas de reprise, etc., la même partition. Il y en a qui ne durent pas plus de 4 minutes 40, et il y en a une qu'il a trouvée fantastique, autant que celle de 4 minutes 40, qui dure 12 minutes 50. Ce qui, en termes de vitesse ascensionnelle, si je puis dire, est évidemment différent. Donc, pas très gênant d'avoir un auteur comme ça, qui vous encourage à chaque fois, qui trouve merveilleux ce que vous avez essayé de faire. Ça. Donc, je dirais que la question de la relation avec l'auteur, parce qu'ils sont presque tous morts de ce qu'on joue, mais pas uniquement, finalement, est assez secondaire par rapport à ce qu'est l'esthétique de l'interprétation s'agissant de la musique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'ai pas débordé sur les autres Ensuite, pour poursuivre, est-ce que vous pensez qu'une connaissance qui soit précise de l'auteur est importante et même, je dirais, indispensable pour faire une bonne interprétation? Par exemple, Monsieur Romer, puisque vous allez peut-être avoir une approche un peu différente des artistes qui sont autour de nous, vous, du côté de l'exégèse. Oui, bonsoir. Je me sens en fait un peu comme un ovni, c'est vrai, parce que moi j'ai un tout autre souci, c'est déjà je ne connais pas les auteurs. On a la Bible,
qui est une œuvre dont on n'a aucun auteur connu, surtout l'Ancien Testament. C'est la littérature anonyme. C'est des textes qui ont été retravaillés, qui ont été transmis pendant presque un millénaire. Et en plus, c'est un livre où tout le monde a une idée. Donc c'est un livre où il y a trop d'interprétations. C'est-à-dire, tout le monde pense de savoir ce que dit la Bible. Ensuite, vous avez des gens qui disent « mais il n'y a pas besoin d'interprétation de la Bible parce que c'est la parole de Dieu et de toute façon, il n'y a qu'à faire ce qui est dit ». Donc en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est de défendre un peu le texte contre ces interprétations, parce qu'il y a trop d'interprétations. Il faut d'abord reconstituer un peu, il faut comprendre avant d'interpréter. Parce que souvent, quand on voit un texte biblique, on met à interpréter, voilà, on part dans tous les sens. Et puis, le texte, on le laisse un peu de côté. Et pour avoir une bonne interprétation, il faut d'abord, comme on ne connaît pas les auteurs, il faut d'abord essayer de comprendre à quel moment ces personnes ont vécu. On va leur donner des noms artificiels, ça c'est pas très grave. On va parler des deutéronomistes, des sacerdotaux, du yaviste, etc. Mais pour justement essayer de trouver des contextes dans lesquels ces textes ont vu le jour. Et ça, c'est très important. On en reviendra tout à l'heure dans l'actualisation, parce que la Bible, pour l'actualisation, on le met aussi à tous les sauces, comme d'ailleurs le Coran. Donc en fait, le premier but, avant de commencer l'interprétation, c'est de situer ces textes dans leur contexte historique. Parce que je pense, pour comprendre un texte, que ce soit d'un auteur moderne, plus contemporain, ou un texte dont les auteurs nous échappent quelque part, il faut d'abord comprendre à quel moment il a été écrit, et pourquoi faire, et pourquoi dire, et pour s'opposer à qui, ou pour défendre quelle idée. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que, comme je vous dis, on n'est pas fait un peu écrasé par le poids des interprétations, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres, et aussi par le fait que très souvent, et ça c'est évidemment toujours le problème, quand vous abordez ce texte, vous avez déjà un peu votre propre socialisation, qu'elle soit chrétien, juif ou athée, qui est avec vous et qui vous oriente un peu. Donc évidemment, l'objectivité absolue n'existe pas, mais je pense qu'il faut quand même essayer de rester relativement neutre dans un premier temps et d'être un peu l'avocat du texte contre des abus qu'on peut en faire. Voilà. Donc pour cela, c'est un peu différent peut-être ce que d'autres vivent et travaillent. Donc vous, Monsieur Vaud, sur cette idée d'une connaissance de l'auteur, qu'est-ce que vous en pensez, notamment puisque vous avez travaillé... Ça y est, on entend. Par rapport à la connaissance de l'auteur, d'abord, je trouve que, je me permets de faire une petite digression, je trouve que les questions sont très, très, très pertinentes et assez rares, parce que c'est des questions qui sont finalement assez pointues, puisqu'elles nous amènent à réfléchir nous-mêmes. Donc, je vous félicite, et vos professeurs. Moi, je pense que ça part de l'auteur. C'est-à-dire que là, quand même, malgré tout, le théâtre, c'est un art qui se fait avec, évidemment, le public. Je parle de la composante du public, j'en parlerai plus tard, parce que vraiment, le théâtre est quand même, peut-être un peu plus que la musique et la danse, est quand même très lié à la réception possible du public. C'est-à-dire que déjà, je ne sais plus qui disait que l'interprétation dépendait aussi de l'état dans lequel pouvait être un individu dans un public. C'est-à-dire que c'est aussi nous qui finalement, peut-être quand nous sommes dans un public, quand nous entendons un concert, peut-être que nous aussi, on interprète quelque chose. Peut-être que c'est une interaction. Voilà. Enfin, déjà, je pose cette question de savoir dans quel état de réception est le public pour lequel nous jouons, déjà. Pour le théâtre, quant au théâtre, il y a la partie scénique, c'est-à-dire, il y a le texte, il y a le théâtre, il y a le lieu où on joue. J'en parle à bon escient parce que la qualité du théâtre, l'acoustique par exemple, dépendra de l'acoustique dépendra aussi de la réception du spectacle, aussi, pour le théâtre. Parce que c'est assez fragile, c'est-à-dire que
En gros, j'ai toujours pensé, pour faire court, si vous voulez, que pour arriver à émouvoir au théâtre tout autant qu'on peut émouvoir, mais peut-être je me trompe complètement, en tout cas, qu'on peut émouvoir en musique ou en danse, où déjà on a la musique, comment dire, avec uniquement le texte, je pense qu'il faut vraiment se lever de bonne heure et travailler très fort. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une histoire qui se raconte, il n'y a pas de musique, il y a très peu d'indications des auteurs, en fait, sauf par exemple, de temps en temps, dans le Misanthrope, par exemple, je fais des petites diversions comme ça, mais dans le Misanthrope, à un moment donné, qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Et Alceste, à ce moment-là, se lève. C'est une indication de Molière, mais c'est une des seules. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on a une indication comme ça d'un auteur, évidemment, comme elles sont très rares, on a tendance à les suivre. Donc pour répondre quand même à la question, et après je reviendrai sur ce que je disais, je pense quand même que tout peut être dans le texte, d'une certaine façon, de l'auteur. C'est-à-dire que l'interprétation, j'ai toujours tendance à penser que l'interprétation pour le metteur en scène et pour l'acteur part du texte, surtout quand c'est des grands textes comme ça. C'est-à-dire que il faut arriver à décrypter pour le metteur en scène et pour l'acteur, arriver à décrypter le moment. Il faut qu'on entende la plume de Racine gratter sur le papier ou la plume de Molière gratter sur le papier. Il faut qu'on ait l'impression de sentir la respiration de l'auteur. Non pas qu'est-ce qu'il a voulu, parce que lui-même, s'il le joue, serait peut-être incapable de le jouer, mais qu'est-ce qu'il a imaginé. Voilà. Et donc là, il y a un plateau, il y a un théâtre, il y a un metteur en scène, il y a une troupe, il y a un public. Et c'est au metteur en scène de donner une vision par rapport à la pièce, donc par rapport à l'auteur, de ce qu'il voudrait. Et c'est à l'acteur, en s'appropriant le texte, petit à petit, comme me disait souvent Michel Bouquet, il disait, c'est un immense acteur de théâtre avec qui j'ai eu la chance d'entendre ses cours, et il disait souvent, à force de travailler sur le texte, eh ben, un jour on est sur le plateau et tout d'un coup on a l'impression que le personnage vous prend par la main, comme un ami. C'est-à-dire que la grande interprétation, parce que quand même c'est l'interprète qu'on va voir aussi, serait finalement celle qui serait la plus aimante vis-à-vis de ces grands créateurs, qui sont quand même les auteurs. C'est-à-dire que je pense quand même que les grands créateurs sont les auteurs. C'est quand même, pour moi, voilà. Après, l'interprète peut, en aimant tellement cet auteur, être presque pris par la main par l'auteur. Je crois beaucoup à ça, aux âmes, si vous voulez, à des choses qui sont... tout d'un coup, en tant qu'acteur, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Mais parce qu'on a tellement travaillé, on y a tellement pensé, on a tellement appris que, aidé par le metteur en scène, on peut arriver à ça. Du coup, monsieur, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez que tous les auteurs laissent une part de création à l'interprète ou l'interprète doit se la créer lui-même? Et a-t-il le droit? Moi, je pense que l'interprète doit se la créer lui-même. Parce que l'auteur, souvent, n'est plus là. Que, comme disait mon cher voisin, dont j'écoute les émissions, souvent... oui, c'est l'interprète qui, quelque part, quand même, a la responsabilité de l'interprétation. Par exemple, et puis, deux auteurs, alors il paraît que Brahms ayant entendu, alors je pars dans la musique, là, mais Brahms ayant entendu deux interprétations complètement différentes, était aussi convaincu par l'une que par l'autre parce qu'il les trouvait probantes. Peut-être qu'un auteur, par exemple... Samuel Beckett pouvait trouver très probant une interprétation d'En attendant Godot, paraît-il, qui était faite par des gens de cirque. Et il avait trouvé très probante aussi une autre interprétation qui était très fidèle à ses didascalies, qui sont très précises dans le cas de Beckett. Mais la difficulté pour nous, acteurs de théâtre et metteurs en scène, c'est de rendre vivant
par la voix, par le jeu, par le physique, par le corps, par tout ça, rendre vivant quelque chose où des textes où souvent il n'y a pas tellement d'indications, pour ainsi dire pas de la part de l'auteur, en dehors des mots. Donc la plupart du temps, en théâtre, on a quand même une assez grande liberté. On peut même avoir une totale liberté. C'est-à-dire qu'un metteur en scène peut complètement dévier le sens d'une pièce. Il y a une chose très intéressante quand même qui se passe en ce moment dans la Comédie Française, à l'occasion du 400e anniversaire de Molière. C'est la mise en scène de Ivo van Love de Tartuffe qui divise, vous voyez, vous souriez, qui divise énormément les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, des gens qui crient à l'assassinat. Mais c'est une quintessence, c'est amusant parce que cette pièce de Tartuffe, qui, comme vous le savez, a été interdite, qui a été un scandale, qui a été vraiment... Alors maintenant, on a presque un scandale aujourd'hui avec cette pièce, mais pas pour les mêmes raisons. Peut-être qu'on a un scandale parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est retrouvé, on est reparti sur la première version voulue par Molière, et que cette première version est finalement trop violente. Mais il y en a aussi qui pensent que la mise en scène de Ivo van Love détourne la pièce. C'est-à-dire qu'en présentant Tartuffe, c'est des acteurs fabuleux, hein, mais en présentant Tartuffe de façon trop, je dirais, pas assez... Il faut que Tartuffe, par exemple, selon moi, on puisse croire que c'est un ange. Que c'est sinon, ce n'est pas très intéressant s'il n'y a pas d'évolution dans le personnage. En présentant, de la part de la mise en scène et de façon clairement affichée et voulue, un personnage qui tout de suite est amoureux d'Elvire, en gros, on change peut-être le cours de la pièce. C'est-à-dire qu'un metteur en scène peut effectivement complètement faire ce qu'il veut, la preuve. On reparlera peut-être aussi dans l'actualisation. Bien sûr. Excusez-moi, j'ai dévié. Et donc, j'en profite donc pour passer à notre second axe de réflexion, qui est donc interprétation et technicité. Et donc, pour commencer, je dirais que donc, la technique de l'interprète est évidemment une condition nécessaire à une bonne interprétation, mais n'est pas suffisante. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'une interprétation juste existe, et si oui, quels critères permettraient de la définir? Je sais pas, par exemple, Monsieur Isoard. Au hasard. Au hasard. Quelle question encore? En effet, ça nous fait bien réfléchir également. Alors d'abord, je voudrais souligner que les danseurs se lèvent tôt aussi. Parce que, en fait, au niveau du texte, c'est complexe, puisque le texte, la plupart du temps, n'est pas écrit, sauf pour les notateurs. Il y a un notateur qui est ici de la danse. Mais en fait, c'est par transmission orale, donc c'est assez complexe. Mais je reviens à la question tout de suite. Alors la technicité, une interprétation juste. Qu'est-ce qu'une interprétation juste? Grande question. Et qui peut y répondre? C'est justement justement la question. Est-ce que vous pensez que ça Alors, peut peut-être exister? Peut-être le chorégraphe, s'il est encore vivant, pourra dire « Ah là, ça correspond tout à fait à ce que j'attendais ». Peut-être que l'interprète sur scène ressentira des émotions tellement fortes, sera en justesse avec sa technicité pour dire « En effet, là, j'ai réussi mon coup ». Peut-être que c'est le public qui sera ému et qui pourra dire « En effet, oui, c'est une interprétation juste aujourd'hui. Par exemple, quand je pense à cette nouvelle version de West Side Story notamment. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Bon, peut-être vous l'avez vue, la nouvelle version. Voilà. Avec cette nouvelle génération, qu'est-ce que vous avez pu penser de cette version? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir l'ancienne version? Ou de revoir ou de lire l'œuvre de Shakespeare? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse, en fait, à cette question. Très bien.
Monsieur Romer, parce que du coup, encore une fois, c'est une question qui va être un peu différente de celle qu'on va avoir pour les artistes. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'une interprétation de la Bible serait plus juste qu'une autre et sur quels critères on pourrait s'appuyer pour dire ça? Alors, première chose qu'il faut dire, pardon, il y a évidemment nécessité de technicité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas interpréter la Bible si vous ne savez pas l'hébreu, le grec, si vous ne faites pas un peu d'archéologie. Donc, je pense qu'il y a quand même certes know-how, mais ça, c'est partout. Hein. Donc, je pense qu'on partage cette idée. Il faut avoir une technicité. Après, la technicité tout seul, elle ne suffit pas. Par exemple, si vous êtes sur un site de fouille, si vous faites l'archéologie, vous pouvez très bien dire, voilà, il y a une pierre, là, il y a une autre pierre, il y a encore une autre pierre, donc je vais décrire toutes les pierres, et à la fin, so what? Donc, il faut quand même avoir une vision d'ensemble. Une fois que vous avez les pierres, qui ne vous constituent pas forcément le palais, la maison, ce que vous cherchez, c'est des bribes, mais avec ces bribes, il faut avoir une idée quand même. Et cette idée, c'est peut-être quand même un peu une inspiration. C'est-à-dire, il faut avoir un peu un don de synthèse. Il ne faut pas simplement se dire, voilà, mais ça peut-être c'est quelque chose qui nous lie un peu. Donc, il ne faut pas simplement se dire, voilà, l'auteur nous dit ça, le chorégraphe nous dit ça, qu'est-ce que j'en fais après? Donc, c'est-à-dire, il y a quand même un effort de synthèse qu'il faut faire. Et après, je pense, évidemment, il n'y a pas une seule interprétation, on y reviendra là-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même des interprétations qu'on peut qualifier de fausses. Pour moi, c'est vrai. C'est-à-dire, si ça ne correspond pas à ce que je peux montrer dans le texte, si on prête à un mot un sens qu'il n'a pas, si on veut en effet utiliser le texte pour légitimer, que sais-je, quelle idée, et que cela ne peut pas se fonder sur le texte, je dirais, c'est une interprétation fausse. Donc c'est plus facile, à mon avis, parfois de dénoncer les interprétations fausses que la bonne interprétation. Il n'y a pas une seule interprétation. Et puis, quand on regarde aussi un peu l'histoire, on a commencé à faire ce qu'on appelle l'exégèse. Bon, en français, le terme exégèse, c'est parfois un peu ambigu, parce que souvent on dit « ah, c'est un exégète ». Donc on a l'idée, c'est quelqu'un qui est au service, en fait, d'une doctrine. Alors que le terme, à l'origine, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de faire sortir le sens, en fait, de libérer, en fait, le sens du texte. Donc l'idée, c'est pas justement de se mettre au service d'une idéologie, mais d'essayer d'abord vraiment de comprendre ce que le texte veut nous dire. Donc je pense, ça, évidemment, quand on regarde l'origine de l'exégèse, c'était aussi une idée de s'émanciper par rapport à l'Église, surtout par rapport à l'Église catholique, qui avait quand même beaucoup de mal avec des lectures de la Bible jusqu'au Vatican II. C'était pas très bien vu, le travail des exégètes, parce que parfois ça allait un peu à l'encontre de la doctrine. Et je pense, voilà, l'interprétation juste, je dirais plutôt, c'est tout ce qui n'est pas une interprétation fausse. Voilà, je me sens un peu comme ça. J'ai une petite question encore pour vous, Monsieur Izoard. Par rapport, en tant que chorégraphe, laissez-vous à chaque danseur leur interprétation propre lors d'une chorégraphie ou pourrait-elle compromettre ou nuire à une technique et à une unité d'ensemble? Ou au contraire, l'interprétation permettrait-elle d'assimiler la technique encore mieux? Alors, c'est pas évident, en fait. En technique, enfin, je veux dire, dans le domaine de la danse classique, c'est tellement codifié que, bien sûr, il est important de bien diriger déjà techniquement son danseur, ses danseurs, et aussi au niveau spatial, hein, parce que, bon, par exemple, en corps de ballet, être en ligne, etc., mais pas uniquement, ça peut être aussi en pas de deux, sculpter l'espace, ça fait aussi partie de la chorégraphie, et comprendre aussi la notion du temps. Et en même temps, justement, la notion du temps et la notion d'espace peuvent être des clés aussi au niveau de l'interprétation, des libertés pour l'interprète. Alors, bien sûr, je donne des lignes conductrices, et puis ensuite, je leur dis de se libérer. Ça dépend aussi de
quel danseur j'ai en face de moi, bien sûr. De quel niveau d'interprète. Des danseurs étoiles, je vais les laisser peut-être plus libres, certains. Et puis des jeunes du CNSM, ça va être un peu plus rigoureux, bien sûr, au départ. Mais en corps de ballet, c'est plus compliqué aussi. Pour des solistes, être interprète en tant que soliste, être interprète en tant que corps de ballet, ce sont deux notions différentes. Parce que la difficulté d'être interprète en corps de ballet et rester en ligne, et rester en mesure, et rester avec la même esthétique que son voisin, ce n'est pas évident. Voilà. Technique bien précise, du coup, pardon. Y a-t-il une technique bien précise pour l'écriture biblique ou les langues suffisent, entre guillemets? Ah non, les langues suffisent pas. Il faut une technicité, il faut savoir comparer les manuscrits. Il faut avoir des méthodes. Si vous avez 3 manuscrits qui disent pas la même chose, il faut essayer de comprendre quel pourrait être le texte primitif. Là, il y a aussi des techniques pour se dire, voilà, souvent on a tendance à faciliter. Donc pour dire vite, souvent le texte plus compliqué, c'est le plus originel. Parce qu'après, on peut expliquer pourquoi, en effet, on a rajouté des choses, ou parfois aussi on a omis des choses qui gênaient, etc. Donc ce n'est pas simplement les langues. Il faut avoir aussi, si vous voulez, un peu cet esprit de comparaison. Il faut aussi avoir évidemment une connaissance historique du Proche-Orient ancien, du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Donc, il ne suffit pas simplement de pouvoir lire le texte en hébreu. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut savoir comparer. Il faut savoir aussi juger d'une certaine manière. Donc, pour dire, voilà, si j'ai des différences, comment je vais les interpréter et comment je vais les hiérarchiser. D'accord, merci. Alors moi j'aurais une autre question qui va peut-être plutôt s'adresser notamment à Monsieur Vaud. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à définir entre une interprétation, une technicité qui serait trop présente dans l'interprétation et une appropriation tellement personnelle qu'elle conduirait à une véritable recréation de l'œuvre? Est-ce que vous pensez qu'il faut définir une limite au comédien sur son interprétation? C'est-à-dire que si un comédien a vraiment, ou une comédienne a vraiment quelque chose de très personnel à dire par rapport à un rôle ou à une pièce, je pense qu'il faut la laisser libre. Dans la mesure du respect du texte, évidemment. Mais je pense qu'il faut laisser cet interprète, femme ou homme, libre. Je rebondis sur ce que disait mon ami danseur, mon camarade danseur, parce que je trouvais ça très intéressant. Parfois, il y a quelque chose qui est... je suis très admiratif de la technique, la technicité qu'il faut pour la danse et pour la musique, qui est beaucoup plus exigeante que celle des acteurs. C'est vraiment... Mais, par exemple, quand on fait un travail sur les vers, ce qui pourrait sembler être un carcan pour les vers peut devenir une source de liberté aussi. C'est-à-dire que l'enfermement l'obligation de respecter les vers, parce qu'il faut les respecter, sinon on ne joue pas cette pièce en vers, on ne joue pas Racine, on joue autre chose, je trouve. Cette obligation-là, ce carcan en apparence peut être une source de liberté. Et en ce sens-là, peut-être qu'on se rapproche de l'art du danseur et du musicien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Bon, bah, du coup, on peut aborder peut-être la 3e partie sur l'interprète et l'actualisation. Donc, faut-il absolument respecter l'œuvre en prenant le risque de prendre l'artiste pour un historien ou un archéologue, ou au contraire, faut-il s'émanciper et peut-être assimiler l'œuvre et la reverser dans une version plus moderne et ainsi au goût du public? Qu'en pensez-vous? Moi,
Oui, allez-y, commencez. Rapidement, je pense que il y a, je pense que ça peut être c'est très intéressant cette question. C'est-à-dire que, par exemple, je prendrais l'exemple du Neveu de Rameau que j'ai joué longtemps, que j'ai beaucoup joué. Le premier qui a créé le Neveu de Rameau, c'est un texte de Diderot. Il a pris ce texte qui n'est pas une pièce de théâtre et il en a fait une adaptation et il en a fait une interprétation absolument extraordinaire. Et c'était Monsieur Pierre Freinet. Et Monsieur Pierre Freinet, quelque part, a révélé le Neveu de Rameau. C'est-à-dire qu'il a révélé un personnage, il a révélé un texte que, alors là, pour le coup, vraiment, c'est un interprète qui a donné vie à ce texte qui n'avait pas de vie. Voilà. Et il en a fait une interprétation extraordinaire que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais enfant, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, quelques années plus tard, j'ai vu M. Michel Bouquet jouer le Neveu de Rameau dans une optique complètement différente, assez noire et assez sombre, très très noire même. Mais cette interprétation qu'il donnait est aussi dans le texte de Diderot, incroyablement. C'est-à-dire que, d'ailleurs j'étudiais le Neveu de Rameau à ce moment-là, donc on ne pouvait pas, comment dire, c'est une interprétation très forte, très puissante d'un acteur, mais qui est vraiment dans le texte. Et puis un jour, j'ai vu un acteur qui s'appelait malheureusement, il n'y avait plus de ce monde, qui s'appelait Philippe Clévenot, qui était un très grand acteur qui venait du TNS et qui avait fait une interprétation du Neveu de Rameau très tragique et très mélancolique, qui se passait dans un café, le café de la Régence, où il y avait le philosophe, il y avait le billard, il y avait un petit clavier jouet, et à un moment donné, il y avait son enfant, donc l'enfant du neveu, qui sortait et qui, à la fin, disait ce que disait le personnage. C'est-à-dire que l'enfant disait la sortie du neveu, comme si, en fait, le neveu répétait toujours les mêmes choses et que l'enfant disait « Ah oui, nanana », il récitait ce que son père disait. Voilà. Les trois interprétations, ces trois-là, m'ont vraiment marqué. Quand il s'est agi de le jouer, avec Olivier Beaumont, qui est claveciniste, un grand claveciniste, et Gabriel Ledoz, on a fait une adaptation en partant du texte un peu original, si j'ose dire, où il est écrit à un moment donné que les deux protagonistes entrent dans un café, le café de la Régence, où il y a un clavecin. Et on s'est dit, on est parti sur le fait que le neveu était un musicien raté, ce qui est vrai. Donc ça fait, je ne peux pas parler du spectacle, parce que je ne suis pas du tout, je ne peux absolument pas en parler, mais ça fait 4 possibilités qui sont, comment dire, très proches du texte. Donc c'est une optique d'interprétation. Il y a autant à partir du moment où une interprétation est sincère, elle peut être une recréation ou elle peut être absolument tout à fait intéressante. Voilà. D'accord, merci. Qu'en pensez-vous, monsieur Larouturou, s'il vous plaît? Je pense d'abord que il l'a pas dit, mais c'est un admirable spectacle, le Neveu de Rameau. Il m'a dit qu'il allait le reprendre, donc il faudra y aller. C'est absolument magnifique. Avec Olivier Beaumont, effectivement, au clavecin. Je vais mettre un peu de bazar, si vous m'y autorisez, mais même peut-être si vous m'y autorisez pas. En revenant un peu avant de parler d'actualisation, de parler d'authenticité, ce qui revient presque sur votre deuxième sujet en réalité. Parce que je n'ai pas besoin de dire que la technicité en musique est importante, même s'il y a eu de fantastiques cantatrices, par exemple, qui ne chantaient pas vraiment juste et pas au bon moment, etc. Mais la technicité, et comme ça a été dit pour d'autres arts, c'est la seule bonne façon, la maîtrise de la technicité, je le dis pour l'avoir vu et pas pratiquer moi-même, tant s'en faut, mais c'est la seule façon d'obtenir le niveau de liberté qui permet d'interpréter. C'est même quelque chose qui se déclenche. C'est-à-dire quand on voit une jeune cantatrice, j'ai plein de noms en tête, qui a une telle maîtrise de sa technicité qu'elle peut chanter des choses incroyables et en rajouter d'ailleurs si elle veut, en donnant l'impression que c'est naturel, que ça vient comme ça, et en même temps jouer de manière absolument saisissante en scène, le fond de tout ça, c'est la technicité. Et la question qui est d'actualité depuis 50 ou 60 ans dans la musique, ça sera différent si vous me laissez la parole sur la mise en scène d'opéra. Mais sur la musique elle-même, c'est la question de l'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement historique et puis il y a un mouvement en profondeur. Le mouvement historique, c'est le fait que
à partir de la fin du 19e siècle, mais avec une accélération considérable dans les années 60, un certain nombre de musiciens très convaincus, pas tous français tant s'en faut, vont aller voir quel est le répertoire qui n'est pas joué jusque-là. C'est-à-dire qu'on va se remettre à écouter Vivaldi ou Monteverdi, par exemple, qu'on n'écoutait plus depuis leur mort, ou qu'on va aller jouer des œuvres de Bach ou de Handel bien au-delà de ce qu'on jouait, et de manière très différente, parce qu'on va aller regarder comment est-ce qu'on jouait, sur quels instruments, comment il fallait utiliser ces instruments. Un clavecin, par exemple, comme on n'en utilisait quasiment pas, ou des clavecins modernes, qui n'avaient pas grand rapport avec le clavecin, etc. Et donc, on a dans ces années-là, et ça va s'accélérer, d'une part sur la musique baroque, on va dire, mais en allant plus loin dans le temps, on va aussi s'occuper de la musique de la Renaissance, de la musique médiévale, et même remonter parfois un peu au-delà. Et puis, dans le sens inverse, on va, dans les années 80, s'occuper d'avoir la même chose, c'est-à-dire une approche que les Anglais appellent HIP, H-I-P, H-I-P. En français, on devrait dire plutôt que Historically Informed Performance, quelque chose comme interprétation historiquement informée, d'aller savoir qu'est-ce qui se passait, mais non seulement dans le passé qu'on ne travaillait pas beaucoup, mais aussi pour aller voir comment est-ce qu'il faut vraiment jouer, comment est-ce qu'on jouait, quelles étaient les intentions d'après tous les documents que l'on a en termes d'interprétation des œuvres de Beethoven, des œuvres de Brahms, et puis on va maintenant jusqu'à se demander comment est-ce que Debussy interprétait sur quel type de piano, pourquoi ce n'est pas les mêmes pianos qu'aujourd'hui, etc. Et donc il y a une question d'authenticité qui est une très mauvaise question en soi, parce que qu'est-ce qui est authentique? Moi j'avoue, je n'ai jamais la réponse à une question comme ça. Et d'autant plus que l'authenticité, y compris des musiciens baroqueux des années 60, n'a rien à voir avec celle des années 90, et celle d'aujourd'hui, c'est plus la même authenticité. Donc c'est un très mauvais concept, mais en même temps qui est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, que la question de justesse, mais qui dit comment est-ce que, et ça a contaminé à peu près tout le spectre de la musique, à peu près tout le spectre de la musique. J'attends le moment où on verra quelles sont les performances, pour parler franglais, historiquement informées de l'œuvre de Boulez, parce que ça fait déjà 70 ans que ces premiers chefs-d'œuvre ont été donnés. Donc ça a bouleversé dans le détail. Et aujourd'hui, même les grands violonistes, quand ils jouent la chaconne de Bach, pour prendre une œuvre relativement connue, qu'ils utilisent un archet baroque ou un archet moderne, qu'ils ne jouent pas de la même façon, qu'ils utilisent des cordes à boyaux ou des cordes en métal qui ne se jouent pas de la même façon, tous ont en tête ce que signifie tout ce que l'on sait aujourd'hui, et c'est une part très importante de l'interprétation, de la façon dont on interprétait les choses avant, ou de la façon dont aujourd'hui nous voyons comment on peut l'interpréter. Alors c'est important parce que pour la musique, avant de parler de la musique d'opéra, pour la musique symphonique, la musique chantée, etc., sans qu'il y ait de mise en scène, c'est finalement le concept le plus dérangeant, le plus fascinant et le plus utile aujourd'hui plutôt que l'actualisation. Et si vous me dites que vous voulez m'interrompre, je termine ma phrase, mais il y a quelque chose qui est radicalement saisissant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que nous sommes dans la tradition occidentale. L'interprétation naît de traditions qui meurent à certains moments, des recherches musicologiques, de lignes de généalogie d'interprètes, tout ça, c'est très bien. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres musiques savantes, très très savantes, par exemple la musique indienne de l'Inde du Nord, plus de 2500 ans de corpus théorique et d'interprétation, ou les musiques birmanes, ou de Java, de Bali, la musique japonaise, plus de 1000 ans, beaucoup plus que nous donc, de corpus théorique vivant. L'interprétation est là, elle est sans doute à peu près la même que celle qu'elle était il y a des centaines d'années. En tout cas, elle n'a pas bougé depuis les premières traces phonographiques qu'on en a, ce qui n'est pas du tout le cas pour notre musique à nous, qui a radicalement changé depuis un siècle d'enregistrement. Et donc, c'est assez impressionnant de voir que dans une tradition qui est différente, très vivante, très impressionnante même, dans sa profondeur technique, etc., on a une interprétation dont le but est qu'elle ne bouge pas par la transmission théorique ou par la transmission orale, souvent collective d'ailleurs, et qu'elle ne bouge pas. Là où nous sommes, comme pour prendre un mot qui est dans le testament de Wagner, Wagner, à la fin de son testament, ses héritiers ont fait le contraire, il leur écrit, en allemand si je me souviens bien, « Kinder macht Neues », ça veut dire « les enfants, faites du nouveau ». Ce qui est quand même quelque chose de très important dans notre tradition musicale et au-delà. C'est le contraire dans d'autres traditions très, très impressionnantes. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le sujet, l'actualisation de la musique. Par contre, ça fait rage s'agissant de la mise en scène d'opéra. Alors, est-ce que c'est la même chose que la mise en scène de théâtre? Je soutiens que c'est un peu différent. Un peu différent, pourquoi? Parce que d'abord, il y a une partition et que ça contraint quand même beaucoup le metteur en scène.
parce qu'il y a un tempo, il y a des choses qu'il faut jouer, on ne s'interrompt pas à n'importe quel moment. On ne peut pas simplement prendre le temps de faire sortir quelqu'un 2 fois plus lentement parce que la musique est là, le chanteur suivant a déjà commencé à chanter, etc. Donc il y a la partition. Il y a l'auteur, parce que la différence quand même, c'est, vous allez me dire le contraire peut-être Nicolas, mais dans le théâtre contemporain, il y a une partie des auteurs qui sont vivants. À l'opéra, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas 70%, c'est 95% des compositeurs d'opéra donnés sur les scènes, 100% dans la plupart des grandes maisons, qui sont morts. Donc on ne l'a pas là sur scène pour discuter. Donc ça change quand même pas mal les choses. Et de ce fait, il y a aussi le public qui est très différent. C'est un public beaucoup plus conservateur. Il y a une strate de public très connaisseur qui sait tout sur tout, qui a tout vu, qui est déjà à sa 40e Carmen, à sa 30e flûte enchantée, donc qui attend de la nouveauté. Puis il y a l'essentiel du public qui est assez conservateur, qui quand il achète une place à 200 € pour aller dans un théâtre d'opéra, avec sa famille, ça commence à faire beaucoup, aimerait bien voir quelque chose qui ressemble à ce qu'il pense. C'est-à-dire s'il voit la Damnation de Faust, il préférait que ça soit la Damnation de Faust plutôt que la vie de Stephen Hawking avec des rats qui passent, des méduses et tout ça. C'est assez conservateur, mais ça pèse. Et puis il y a une troisième strate qui n'est pas toujours là, malheureusement. Ce sont les gens qui n'ont pas un avis, qui sont jeunes, qui sont demandeurs de choses. Ça coûte cher, ils se demandent s'il n'y a pas d'écho, il ne faut pas y aller. Alors, ce public, le fait qu'il y ait la musique, et le fait que les compositeurs ne soient pas là, à mon avis, ça pose, et j'arrête là, donc je ne donne pas la réponse, ça pose la question de la mise en scène d'opéra de manière un peu différente qu'au théâtre. Et c'est ça le vrai sujet de l'actualisation aujourd'hui, c'est savoir est-ce qu'il y a besoin d'actualiser, de transposer à l'opéra. Réponse plus tard, si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, pour prendre une autre question, peut-être un peu différente aussi sur l'actualisation, est-ce que vous pensez que l'actualisation d'un texte, d'une œuvre, qu'une actualisation, une nouvelle interprétation peut permettre une meilleure compréhension de l'œuvre originale, ou est-ce que c'est risquer une trahison de cette œuvre? Je ne sais pas, Monsieur Romer, pour commencer. Pour la Bible, il y a des actualisations tout le temps. Il y a tout le temps. C'est dans les communautés croyantes, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme. Peut-être le judaïsme a poussé plus loin en fait cette actualisation en parlant en fait de l'interprétation infinie, de lecture infinie de la Bible. Donc vous faites en effet, surtout si vous entrez dans la tradition juive, que ce soit via la Kabbale ou via des lectures talmudiques, via des lectures qui s'inspirent des grands savants juifs, vous êtes constamment dans l'actualisation. Je ne sais pas si ça améliore le texte, je ne suis pas sûr. Ça fait autre chose. En fait, le texte vient une sorte de point de départ pour, en effet, souvent construire autre chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, que c'est regrettable, mais c'est pas forcément qu'on améliore en fait le texte ancien. On l'utilise en fait pour en faire autre chose. On le fait aussi, voilà, quand vous êtes dans les églises, dans l'homélie, dans les prédications, on part du texte souvent, au moins je l'espère, et ensuite on essaie de proposer des actualisations. Là, je pense c'est tout à fait légitime, mais le texte est en effet utilisé à un certain but. Donc, ce n'est pas tellement le souci à ce moment-là d'améliorer le texte, je ne sais pas s'il faut l'améliorer, mais à partir du texte, en effet, de dialoguer avec des préoccupations d'aujourd'hui. Après, quand ça devient un peu plus compliqué, c'est quand vous utilisez le texte comme autorité. Comme autorité en disant « la Bible nous dit ». Quand il y avait le débat sur le mariage pour tous, on a souvent cité 2-3 textes de la Bible en disant « mais la Bible dit c'est pas possible ». Et là, ça devient, à mon avis, quand même assez je veux dire, douteux, pour pas dire dangereux, parce que personne de ceux qui ont utilisé ces textes ont essayé de situer ces textes dans leur contexte. Donc là, je reviens un peu à mon dada. Si on avait en effet d'abord fait une analyse précise de ce texte du Lévitique, on aura compris que ça n'a rien à voir avec la question du mariage pour tous, où en effet, on essaye de se parer
d'une autorité, soi-disant, voilà, le texte nous dit, et puis l'actualité est ça, et face à cette actualité, il faut dire que c'est pas possible. Donc là, je pense, par rapport surtout, parce que c'est la Bible, et puis présenter, mais le Coran, c'est la même chose, présenté comme parole divine, il y a beaucoup d'abus. Donc, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, en effet, on peut améliorer notre compréhension du texte, pas forcément du texte, et après, on peut, en effet, à partir des textes, construire autre chose. Ce que fait la Kabbale, ce que fait les lectures midrashiques, ce qui font les évangiles d'une certaine manière par rapport au texte de la Bible hébraïque. C'est des points de départ, mais on construit autre chose. Donc, du coup, je pense qu'il faut toujours être conscient de ce qu'on fait avec les textes. Et pas dire, voilà, la lecture chrétienne de l'Ancien Testament, elle est bien meilleure que la lecture juive. Non, c'est des lectures différentes, qui ont des histoires différentes, et je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est peut-être un peu la même chose quand même, je dirais, avec ce que fait un acteur, un danseur, quand il interprète, il s'approprie le texte, mais je ne suis pas forcément convaincu que le texte devient plus juste. Non, c'est une manière, en fait, de partir d'un texte et de faire autre chose. De faire autre chose et pas simplement dire, voilà, je reste... Donc, tout à l'heure, on a parlé d'authenticité. Pour moi, je ne sais pas très clair ce que c'est, l'authenticité. Donc, je pars d'un texte et je construis autre chose. Et quand je suis conscient de cela, je pense que c'est très bien. Parce que aussi les grandes œuvres, qu'elles soient musicaux, qu'elles soient théâtrales, qu'elles soient littéraires, ben, on peut les adapter. Et parfois, justement, ça c'est un grand classique aussi, même pour les peintures, il y a souvent un peu une surinterprétation. Parfois, ça m'est déjà arrivé que voilà, des peintres contemporains, je dis, ben, mais là, ça rappelle ça et ça. Je dis, j'ai jamais vu ça. Mais voilà, c'est possible. Donc, je pense qu'il faut en effet qu'on se situe par rapport au travail qu'on fait et qu'on n'utilise pas forcément le texte comme une sorte de justificatif. Je pense que le texte est un point de départ et après, je pense qu'on peut en faire beaucoup de choses, mais aussi des choses qu'on ne peut pas en faire. D'accord, merci. Monsieur Izoard, j'ai une question par rapport donc, toujours à l'actualisation, mais est-ce que vous considérez qu'il y a des clés fondamentales dans une chorégraphie, dans une représentation, qui sont non modifiables et que l'artiste, l'interprète ne peut pas se permettre de changer, même dans une réadaptation Alors, en fait, en vous écoutant les uns les autres, tout est passionnant. Je voudrais juste reprendre l'idée d'abord au niveau de l'authenticité et de faire une distinction entre authenticité et vérité. L'authenticité, c'est très complexe. Par exemple, je travaille avec un chorégraphe de la période romantique et on travaille justement... Alors, il est encore vivant, donc la notion d'authenticité d'une chorégraphie, par exemple, elle se pose sous un autre regard puisqu'il est vivant et j'ai souvent l'occasion de danser devant lui pour définir l'authenticité d'une version. Et pourtant, je vois d'autres versions et il arrive que certaines fois, le chorégraphe vivant choisisse pour certaines raisons de modifier certains passages de sa chorégraphie. Où est l'authenticité ? La justesse, je reprends la notion de justesse et je reviens avec la notion de vérité. Peut-être que la notion de justesse, ça serait, pour rebondir avec ce qu'a souligné notre ami acteur, ça serait la vérité en fait, c'est la vérité de l'artiste qui toucherait à la vérité de celui qui le reçoit dans le public en fait. Je pense à par exemple des interprètes qui ont fait celui que je suis aujourd'hui en tant qu'artiste et qui ont fait justement peut-être aussi ma vocation comme une immense actrice qui est Romy Schneider, qui pour moi touche à une vérité tellement intrinsèque que je peux difficilement la regarder, tellement elle me perce dans mon propre ressenti. Donc pour moi, là, il y a une grande justesse. Là, en effet, il y a une justesse. Après, c'est sûr qu'en danse, il y a toute cette technicité.
Quand je vois Natalia Makarova, par exemple, qui danse le lac des Cygnes, pour moi, c'est d'une grande justesse. Mais en même temps, la justesse, c'est aussi en rapport avec une époque. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, Glenn Gould joue juste Bach? Est-ce que Bach a voulu que ce soit joué comme le joue Glenn Gould? Bon. Ça dépend également d'une époque, en réponse à une époque, parce que le corps évolue en danse. On ne danse pas comme on dansait au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, le lac des Cygnes. En l'occurrence, le lac des Cygnes au XIXe siècle. Je parle d'Atis, par exemple, que j'ai dansé ou qui va être également réinterprété, puisqu'on parle d'actualisation, par Angelin Prel-Jocage. Donc, reposez-moi la question, votre question. Donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a des clés fondamentales que l'artiste ne peut pas se permettre de changer dans une réinterprétation, dans une réadaptation? Alors, ça dépend d'abord s'il y a une histoire ou s'il n'y a pas d'histoire. Par rapport à une histoire, je pense que ce sont les piliers de l'histoire, en fait. À ce moment-là, en effet, on ne peut pas les changer. Après, la technicité, s'il y a actualisation, d'un seul coup, en effet, ça dépendra du vocabulaire choisi. Et puis aussi, on n'a pas parlé, mais il y a également la notion d'improvisation. Oui, parce qu'en effet, il y a des chorégraphes qui vous laissent toute une partie libre. Et il y a également des chorégraphes qui vont faire un travail d'atelier, d'improvisation, et qui vont construire à partir du travail d'improvisation, de workshop, des danseurs. Donc du coup, l'interprétation va être d'autant plus importante puisque ça part d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Peut-être Nicolas Vaud, voulez-vous rebondir sur cette notion d'improvisation et d'actualisation au théâtre? Oui, tout à fait. Il y avait une histoire qui m'avait beaucoup marqué c'est un acteur qui s'appelait Frédéric Lemaître. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Qui est incarné par Pierre Brasseur dans Les Enfants du Paradis. C'était un acteur un peu fou, qui avait vraiment un potentiel, je crois, imaginatif incroyable. Et il a créé Ruy Blas. Il a créé le rôle de Ruy Blas avec Victor Hugo, qui voulait absolument qu'il joue Ruy Blas. Et il y a un de ses collègues qui raconte que à un moment donné, l'acteur qui jouait dans sa lustre disait à Ruy Blas « Ramassez mon mouchoir, s'il vous plaît, dans la pièce ». Et il s'apercevait à ce moment-là qu'il y avait un silence et que le public faisait « Oh !» et frémissait incroyablement. Et voilà. Et il a voulu savoir qu'est-ce que faisait Frédéric Lemaître derrière à ce moment-là. Et en fait, Frédéric Lemaître se baissait très, 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 très lentement, ramassait le mouchoir et pleurait. Il devenait blanc parce qu'il était humilié et il ramassait le mouchoir. Et bon, et ça, c'est une chose d'improvisation. Enfin, c'est des choses qui sont, c'est par de jeux, de pantomime, qui sont de l'ordre de l'improvisation. Je pense que la part créative de l'interprète, je ne voudrais pas m'avancer, mais en musique et en danse, je pense que c'est quand même pareil, peut être pareil, peut être aussi liée très fortement à l'improvisation. D'accord, merci beaucoup. Maintenant qu'on a pu un peu débattre, on va passer à un moment de questions du public. Donc voilà, si jamais vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment ou jamais. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Et j'avais une question générale, c'est que vos carrières se sont majoritairement construites sur l'interprétation. Est-ce que c'est dû à une préférence de votre part? Et si oui, sur quoi repose-t-elle? Merci. Peut-être commencer par la gauche, tout simplement. Je vais commencer. Oui, quand je me suis intéressé au texte public, j'avais un intérêt d'historien.
pour comprendre ce texte, en fait, pour le situer dans l'histoire. Mais évidemment, j'ai compris que pour faire ça, il faut faire l'interprétation. Je ne sais pas si d'emblée, j'avais en fait cette idée que l'interprétation, c'est un peu la base de tout. Mais je crois qu'il faut aussi, quand on veut interpréter, avoir un peu un rapport, qu'est-ce qu'il faut dire, d'empathie avec son objet. Donc interpréter quelque chose qu'on déteste, bon, on peut le faire, mais souvent ça va pas très très loin. Donc je pense, évidemment, j'étais attiré par ce texte, par cet ensemble qu'on appelle la Bible. Et puis après, je pense on fait aussi un chemin. Donc on a peut-être au début un rapport un peu plus immédiat, naïf. Après, on fait une histoire, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Et on comprend très vite, en effet, que cette complexité demande justement à être interprétée, compris. Oui, alors, en effet, l'interprétation, je dirais, c'est le goût du plateau aussi. Ce moment magique d'entrer en scène et de se sentir dépassé par le texte, justement. Donc du coup au niveau de l'interprète et puis la notion aussi je vais reciter notre ami acteur peut-être plus le développer, la relation presque d'une certaine façon d'amour qui existe entre un chorégraphe et son interprète dans les deux sens. Donc, lorsqu'on a rencontré en fait un chorégraphe avec lequel il y a une vraie relation, cela nous dépasse complètement. Et c'est parfois rare. Il y a eu justement, on n'a pas tellement parlé de ces grands interprètes muses et de ces grands chorégraphes Pygmalion. Je peux citer Balanchine avec toutes ces danseuses, Marjorita Alchief, Tanakil Leclerc, Suzanne Farrell, Patricia McBride, etc., qui ont été vraiment tellement importantes. Violette Verdi aussi dans les créations, qui ont marqué leur temps. Ou Dominique Bercy avec Pina Bausch, Sabine, la femme de Iri Kilian, donc des relations vraiment très très fortes. Guylaine Tesmar avec Pierre Lacôte, même Sylvie Guillem avec Rudolf Nureyev. Donc oui, peut-être que je me suis senti plus interprète à une époque. Je me suis senti toujours très proche de la pédagogie également et d'avoir des envies chorégraphiques. Mais en effet, ce goût de la scène, et c'est terrible parce que le danseur, à un certain moment, en tous les cas à l'Opéra de Paris, à l'âge de 42 ans, doit quitter le plateau. C'est très difficile parce que on nous coupe justement la possibilité d'être interprète. Alors, certains continuent, comme Marie-Claude Petragala, par exemple, et qui chorégraphie, mais sinon, ça passe dans d'autres chemins. Je trouve très intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'ai choisi d'être interprète parce que par amour des textes. C'est-à-dire, ça ne m'aurait pas intéressé d'être interprète autrement. C'est-à-dire, c'est parce que j'aime nager dans la beauté de ces textes que je suis interprète. Mais j'ai pas l'impression d'être, je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression en même temps d'être interprète. J'ai l'impression de les aimer tellement qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, j'adore les acteurs. Parce que je suis aussi un peu metteur en scène, j'ai beaucoup de tendresse pour les acteurs, pour leur fragilité, le fait de monter sur scène, d'endosser un personnage différent. C'est un risque aussi, c'est pas si simple. Et puis, comme pour les danseurs, je pense que c'est aussi un endroit où on est très, très exposé, quoi. Bon, les musiciens aussi, évidemment. Ben, dès qu'on est sur scène, de toute façon, dès qu'on a un interprète, finalement, c'est lui qui va
qui va raconter l'histoire, qui va... Donc oui, j'ai choisi ça. Ouais, ouais. Mais j'ai souvent été très, très, très marqué dans ma carrière d'acteur. Alors c'est peut-être parce que je suis issu d'une famille de musiciens, mais j'ai été très inspiré par des enregistrements, par des ballets, par la danse, qui est un art qui me... Enfin, je vais autant avoir la danse que le théâtre, par exemple. Autant, parfois même plus. Et j'ai été très, très, très marqué par des interprétations de musique. La musique, par exemple, m'a aidé au-delà de tout à comprendre. Par exemple, moi, je suis un fou des sonates de Beethoven. J'ai beaucoup d'interprétations des sonates de Beethoven par Schnabel, par Yves Nat, par, je ne sais pas si vous les connaissez, par des gens comme ça, complètement différents. Et pour un acteur, entendre ça, entendre ce qu'un musicien peut faire, c'est une source d'inspiration infinie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des passations dans les arts qui sont, qui sont des sources d'inspiration pour nous, acteurs qui racontons une histoire. Dans le même ordre d'idées, lorsque Chéreau monte Hamlet avec Gérard de Sarthe, qui est son interprète fétiche, et que le spectre est représenté par un cheval, donc un cavalier qui arrive très très vite et qui fait très peur à tout le monde, c'est une interprétation foudroyante. Mais quand Peter Brook monte avec Adrian Lester, acteur noir, absolument génial, Hamlet, et que le spectre presque marche très très lentement, c'est aussi foudroyant. Ce sont deux interprétations qui viennent de deux très grands metteurs en scène aussi, penseurs. Parce qu'il y a aussi ça quand même. Il y a dans l'art du théâtre, il y a quand même le metteur en scène. Évidemment, il y a l'auteur et il y a l'interprète, mais il y a le metteur en scène qui est quand même penseur aussi, qui raconte qu'est-ce que c'est la pensée, quelle est sa vision. Alors, est-ce que ce serait aussi par rapport à notre monde d'aujourd'hui? Parce qu'au théâtre, on a un problème de public, si vous voulez. Il y a de plus en plus de spectacles. Paris, je parle de théâtre, pardon, hein, un peu longtemps. Et Paris est la ville où il y a le plus de théâtre et c'est magnifique. Il y a beaucoup. C'est fantastique, la France, pour ça. Mais du coup, il y a moins de public parce qu'il y a tellement de spectacles que, voilà. Donc, comment faire venir les jeunes, vous, au théâtre? C'est une vraie question. Comment, maintenant, quand on monte une pièce, aller vers, enfin, qu'est-ce que ça peut raconter aux jeunes aussi? Toutes les pièces, d'ailleurs, toutes les époques. On peut vous demander si peut-être l'interprétation, la diversité des interprétations des artistes, des cantatrices d'opéra vous a mené justement dans ce chemin-là et vers le domaine de la musique? Non, je crois pas, non. Mais moi, je suis pas du tout un artiste, donc le sujet est pas là pour moi. Le goût pour la musique, ça c'est clair, c'est évident. Mais non, ce que Nicolas vient de dire me paraît absolument essentiel, c'est-à-dire le fait de savoir, ce qui rejoint votre troisième point sur l'actualisation, le fait de savoir à qui est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on met en scène quelque chose, pour qui, pourquoi. C'est pas exactement la même chose comme je l'ai dit, mais c'est pas si différent entre le théâtre et l'opéra quand même de ce point de vue-là. Donc Valérie parlait, je crois, du public le plus probable à un moment donné. Bon, qu'on allait au service du public le plus probable à un moment donné. Je crois que c'est ça sa formule. C'est assez bien vu, je crois, effectivement. Mais la musique, sans tomber dans des catégories que je ne maîtrise pas, mais la musique ne dit rien, n'exprime rien. Ça, je ne suis pas le premier à me faire l'écho de ça. Mais en revanche, elle émeut, elle met en mouvement, elle bouleverse, ça c'est clair. Pour des raisons qu'on a du mal à communiquer, d'ailleurs, d'une certaine façon, qui ne relèvent pas de l'analyse d'une partition. L'opéra,
l'opéra, c'est quelque chose qui est à la fois récent, 4 siècles, par rapport à ce sur quoi travaille le professeur Römer, c'est bon, il y a peu de choses. Mais enfin, ça commence à avoir une certaine ancienneté. Et ça a été d'abord effectivement quelque chose qui émouvait au moins autant que le reste, c'est-à-dire qui mettait en mouvement. Voilà. Quand je vais répondre à votre question, vous allez voir. Mais quand en 1642, on crée le couronnement de Poppée à Venise, dans un tout petit théâtre qui s'appelle le théâtre San Mosè, on ne se préoccupe pas à l'époque de savoir, donc on parle du couronnement de Poppée, c'est-à-dire des affaires de Néron, etc., au 1er siècle après Jésus-Christ. On ne s'occupe absolument pas de savoir s'il faut transposer ou actualiser. Mais de la même façon que quand vous regardez Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, personne ne se préoccupe de savoir si vous et moi et tout le monde se pose la question de savoir si ces personnages ont une actualité ou pas. C'est évident qu'ils ont une actualité, c'est évident que ce qu'ils nous racontent, ça parle de nous, ça parle de la société, etc. Donc je pense qu'il y a une très mauvaise... Ça ne veut pas dire que c'était un problème d'aller transposer un opéra ou une pièce de théâtre en mettant les gens dans des costumes qui n'étaient pas ceux de la création, etc. On s'en fiche, si j'ose dire. En revanche, savoir comment est-ce qu'on met en mouvement et comment est-ce qu'on met en mouvement un public qui ne vient pas encore à l'opéra, non seulement pour qu'il vienne à l'opéra, mais pour qu'une fois qu'il est à l'opéra, il se sente vraiment ému, transporté, bouleversé, poussé à faire autre chose, en train de regarder les choses différemment. Et donc pas uniquement la musique, mais l'opéra lui-même, ça c'est une vraie question. Donc c'est émouvant de voir une cantatrice chanter, c'est émouvant de voir qu'elle a une technicité qui est extraordinaire, qui fait que elle chante comme si elle avait fait ça toute sa vie, comme si c'était archi simple de passer d'un octave à l'autre, de remonter, de redescendre, etc. Comme si c'était vraiment naturel, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est d'un art d'une sophistication extrême. Mais savoir si en plus de ça, elle arrive par son jeu d'acteur, et ça c'est dans les mains de celui qui fait le jeu d'acteur, le metteur en scène, elle arrive par l'ensemble de ce qui est autour d'elle que l'on voit, à bouger et à émouvoir presque autant que la musique elle-même, avec ce supplément, et que ceci nous parle, et qu'on n'a pas besoin de mettre les gens sur une station interstellaire ou au contraire après une catastrophe nucléaire. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui est important. Ça, c'est actuel parce que ça parle au public le plus probable aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose, moi, que j'attends des metteurs en scène d'opéra, il faut venir, Nicolas, il n'y a pas de doute, qui est particulièrement réussi lorsque on a un travail commun. Je termine avec ça, vous en faites pas. On a un travail commun entre ce qu'on a fait par exemple pour l'Inondation, qui est un opéra qui est en train qui va être joué partout dans le monde. Là, c'est un succès considérable. Création mondiale en 2019 à l'Opéra Comique. On en est très fiers. Travail de 2 ans entre un auteur, un compositeur, un metteur en scène, un chef d'orchestre et des musiciens pour arriver à faire une œuvre. Et une œuvre absolument qui est d'une beauté musicale extraordinaire et qui parle, et qui a rempli l'Opéra Comique. Ça fait pas grand-chose, ça fait 1000 personnes ou 1200 personnes par soirée. Mais je veux dire, là, il y a quelque chose qui se joue dans l'actualité que ça a, qui n'est pas une question de savoir quelle est l'histoire qu'on raconte à partir du moment où elle est bonne, si j'ose dire, où elle marche, qui n'est pas une question de savoir si la musique et les paroles vont aller ensemble. Ils vont aller ensemble parce qu'ils ont été fabriqués ensemble. Et là, il y a quelque chose qui peut mettre en mouvement des gâteux ou des demi-gâteux comme moi, comme des gens comme vous. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important et qui fait que la musique, avec un texte, avec une esthétique, avec des choses plasticiennes, a un grand avenir pour moi. Encore faut-il prouver, puisque comme je le disais, ça ne fait même pas 5% des œuvres qui sont représentées sur un théâtre d'opéra aujourd'hui. Voilà pourquoi ça me met en mouvement moi-même. J'arrive à répondre à votre question. Merci beaucoup pour vos réponses respectives. Peut-être y a-t-il d'autres questions dans la salle ? J'avais une question qui quelque part a été abordée à plusieurs reprises dans tous les propos qu'on a entendus, un peu sur le supplément d'âme, parce que quelque part, quand vous avez évoqué Romy Schneider par exemple, ou qu'on a parlé d'interprétations qui nous ont marquées, au-delà du fait que souvent ces personnes étaient de bons techniciens, techniciennes, il y avait ce supplément d'âme qu'ils nous donnaient, qui nous touchait, qui peut être celui de l'interprète ou celui du spectateur qui va être touché mystérieusement, invisiblement. Et je me demandais s'il n'y avait pas là un lien aussi peut-être avec l'exégèse, dans le sens où, par exemple, un prédicateur, un prêcheur ou peut-être même un professeur va peut-être nous toucher si à un moment donné, quand il interprète un texte biblique, non seulement il en a une bonne connaissance, mais peut-être aussi qu'il va se laisser inspirer, et on pourrait parler d'Esprit Saint,
qui va faire que quelque chose va nous toucher dans l'invisible. Est-ce que ce ne serait pas peut-être aussi ce lien, qui est évidemment pas quelque chose qu'on peut nommer ou désigner ou définir, mais est-ce que ce ne serait pas ça? Et je serais heureux de vous entendre un peu les uns les autres sur cette dimension d'invisible. Alors, je ne parlerai pas d'Esprit Saint, je parlerai d'inspiration, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je pense en effet, on a parlé de technicité, on a parlé d'interprétation, mais je pense pour que ça marche, il y a voilà, ce que vous avez appelé le petit coup d'âme. Je pense qu'il faut un peu le génie des uns des autres, je pense en effet. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment décider, contrôler. Je pense que c'est, à la fois, ça peut être le moment même, mais ça peut être aussi le lien qu'on a développé avec quelqu'un qui était votre maître, qui vous a inspiré d'une certaine manière de le faire, mais aussi dans l'appropriation de la chose. Donc je pense en effet, dans l'art, mais dans la science aussi. Einstein n'avait pas dit autre chose. Il a dit, s'il n'y a pas une inspiration, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, mais que vous pouvez pas tellement, disons, décider. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, je pense. Pardon, je me permets juste, parce que Gilles peut nous raconter, peut-être en parlant d'inspiration, comment tu joues une idole. La dernière fois que tu étais là, tu nous as expliqué comment tu t'étais préparé, comment tu dansais et interprétais une idole. Exactement, l'idole dorée, c'est ça, dans la Bayadère, qui va bientôt être représentée aussi à l'opéra. Je m'étais fait un kiff total, comme on dit. C'est-à-dire que, alors, l'idole dorée, au niveau de l'interprétation, Rudolf Nureyev nous a laissé libre, un peu comme en baroque, justement, où ce qui est intéressant en baroque, il y a une notation, la notation feuillée, qui d'ailleurs n'est pas de feuillet, pour parler d'authenticité, mais de beau chant. Et en fait, l'ornementation est laissée libre à l'interprète en baroque. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Rudolf Nureyev nous a laissé libre du choix de la chorégraphie des bras, on va dire, de notre interprétation des bras. Donc, c'est ça que tu voulais. Voilà, par exemple, au niveau de la démonstration. En ce qui me concerne, j'étais allé chercher, par souci d'authenticité, un professeur de danse indienne qui donc m'a inculqué les rudiments d'art de la danse indienne pour ne pas me retrouver avec des mains un petit peu mollasses, on va dire, mais vraiment comprendre, voire même la symbolique guerrière du port de bras indien. Alors, ça, c'était une partie du délire. La deuxième partie du délire, c'était pourquoi pas aller jusqu'au bout et mettre des offrandes de chaque côté de la pièce, plus exactement de chaque côté de la scène, pour aller directement, justement, dans cette question d'idole, justement, d'offrande, de rapport à l'espace direct dans les coins de scène, par exemple. En même temps, il y a donc les enfants, donc les bénédictions des enfants, etc. Et puis, ce qui est très intéressant, et je voulais rebondir là-dessus par rapport à pourquoi j'ai voulu aussi être interprète, c'est la notion en fait du langage du corps. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre et de rechercher en fait la justesse, on va dire, au niveau du corps. Alors, ça veut dire que interpréter baroque va être différent qu'une interprétation romantique, donc le placement du corps plus en avant, que classique, plus sur l'affirmation, que contemporain, avec des techniques différentes, les modulations, les tonus différents, tout cela, ça a aussi beaucoup influencé ma recherche et comment mieux interpréter et comment même modifier, je dirais, je vais peut-être un peu loin, mais le tonus même du spectateur. Comment faire respirer d'une certaine façon, et en musique on l'utilise également, en acteur j'imagine également, comment sentir la salle
et respirer en même temps que la salle. Donc, si je reviens à cette histoire d'idole dorée, j'avais eu un claquage musculaire à l'époque. Je dansais un peu partout. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Odile Rouquet et avec qui j'ai travaillé sur l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Voilà. Et donc, je me suis beaucoup préparé justement à comprendre au niveau du corps comment je pouvais aller plus loin dans mon interprétation, juste par le langage du corps, et comment justement mon émotion pouvait être libre par des clés corporelles. Et justement en fonction aussi des styles et des esthétiques demandées par rapport au chorégraphe ou par rapport aux périodes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais voilà, je voulais souligner certains aussi points essentiels que j'ai abordés dans l'interprétation. Donc certes, il y avait, je suppose, un script, mais à part ça, comment vous avez fait pour interpréter ce rôle et en faire un personnage d'une comédie? J'avais beaucoup aimé des écrits que j'avais lus jeune sur Robespierre. Et il y avait une pièce qui me plaisait beaucoup, de Büchner, où j'avais travaillé des scènes de Robespierre déjà. Et quand j'ai dû passer les essais, je savais que c'était évidemment une comédie. Et je me suis préparé avec beaucoup de soin, enfin en essayant sachant par exemple qu'à l'époque, ils se mettaient du blanc parce que les nobles, ceux qui voulaient paraître nobles, se mettaient du blanc, donc du maquillage avec du soufre, donc qui leur grêlait la peau, etc. etc. Donc, et puis cette façon de parler qui était... il parlait de façon très basse et très douce, paraît-il. Il n'y avait pas beaucoup de voix. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a amené à l'échafaud, parce qu'il n'arrivait pas à... Voilà, j'ai fait une recherche... sur le fonctionnement. Enfin, j'ai essayé de voir comment il fonctionnait, le plus de recherche possible sur comment il était, comment il bougeait, quelle était sa voix, quel était le timbre de sa voix, etc. Ça m'a beaucoup passionné. Et puis quand on a passé les essais, que j'avais bien préparé, là, on a fait un travail avec le metteur en scène et la maquilleuse qui, je dois dire, a fait un travail incroyable, extraordinaire avec le costumier. On a construit tout ça ensemble. Ça, c'était très amusant, très passionnant. On avait beaucoup parlé avec le metteur en scène sur comment aborder justement tout ça, quoi. Mais c'est un travail d'ensemble, si vous voulez. C'est un travail, c'est pas... C'est un travail c'est en ça que c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a eu une rencontre parce que ça rejoint un peu votre question aussi. C'est qu'il y a un moment donné, on aime tellement un personnage, on aime tellement quelque chose qu'il y a peut-être un endroit où une forme de joie, disons, survient et qui est très agréable, quoi, entre nous. C'est la magie du théâtre parfois quand la mise en scène est très précise et qu'on est tous très ensemble. Parce que ce qui est amusant, c'est de jouer avec les autres aussi, évidemment, surtout. Moi, j'aime pas tellement être seul sur scène. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Du coup, merci beaucoup pour toutes vos réponses. On va clôturer cette soirée et vous remercier.